La Corée du Sud, elle, vivait à crédit. Aujourd'hui, le pays connaît la plus grave crise de son histoire. Après 30 ans de croissance, Séoul a dû lancer un appel au secours et reconnaître son état de quasi-faillite. Nouvel avis de tempête en Asie. Ça n'a rien à voir avec le climat et il ne s'agit ni d'un virus inconnu, ni de la deuxième saison de Squid Game, mais bien des prémices d'une crise imminente, de l'ampleur de celle qui a ravagé le continent en 1997. Ah oui, c'est du sérieux et c'est Bloomberg qui a donné l'alerte. Pour ceux qui n'ont pas suivi la crise asiatique de 1997, disons que ça n'a pas été une partie de plaisir, qu'elle a provoqué des crashs boursiers et immobiliers en pagaille, des dévaluations massives, du chômage, de la misère, et fait perdre une partie de leur souveraineté à plusieurs pays, en particulier la Malaisie et la Thaïlande, d'où tout est parti. Cette fois, le maillon faible est une autre grande perdante de 1997, la Corée du Sud, qui présente des symptômes alarmants. Toutes les institutions financières du monde sont à son chevet. Les faillites se multiplient, la consommation et les investissements sautent au poids mort, l'activité recule, la compétitivité baisse et le pays doit faire face à une volée de menaces contre lesquelles il n'est absolument pas armé. Une crise énergétique, une crise de la dette, une crise immobilière et une crise monétaire comme on n'en avait plus vu depuis 1997. Aujourd'hui sur Money Radar, je vous propose un voyage vers l'Extrême-Orient, histoire de prendre la température et de bien comprendre pourquoi les observateurs craignent aujourd'hui qu'une nouvelle crise majeure parte de Corée du Sud pour se répandre dans toute l'Asie, puis dans le monde, comme en 1997. Mais juste avant, je tiens à vous parler de notre partenaire qu'on remercie chaleureusement, CyberGhost, votre bouclier en ligne. Avec CyberGhost, vous devenez invisible sur le net tel un véritable fantôme. Non seulement il protège vos données sur les réseaux publics, mais il vous offre aussi l'accès à des contenus géorestreints de plus de 35 services de streaming, comme les catalogues Netflix et Disney+, des autres pays. En changeant votre localisation en ligne avec CyberGhost VPN vers la Belgique en seulement 3 clics, vous pouvez accéder aux courses moto et automobiles en français et gratuitement depuis les chaînes locales. Facile à utiliser sur Windows, macOS, Android, iOS et même sur vos Smart TV et consoles, un seul abonnement sécurise simultanément 7 appareils. Très simple à utiliser et adapté aux débutants, c'est le choix idéal pour protéger toute la famille. Mais ce n'est pas tout, CyberGhost VPN est recommandé par les grands noms de la tech et bénéficie d'excellents avis d'utilisateurs. En cas de besoin, un service client en français est là pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et si vous pensez que la sécurité en ligne coûte cher, détrompez-vous. Avec notre super promo exclusive Money Radar, bénéficiez de 83% de réduction et 4 mois gratuits, ce qui fait seulement 2 € par mois. Rejoignez les 38 millions d'utilisateurs satisfaits et une excellente moyenne de 4,3 sur Trustpilot. Et si vous n'êtes pas convaincu, il y a une garantie satisfait remboursée sous 45 jours. Alors cliquez sur le lien en description et naviguez en toute sécurité avec CyberGhost. Avant de vous parler des signes qui font frissonner les experts de chez Bloomberg, mais aussi ceux du FMI, de la Banque centrale de Corée, de celle des États-Unis, de la Banque mondiale et des gestionnaires de fonds de la planète, laissez-moi prendre quelques minutes pour vous décrire ce qui leur fait si peur. La crise asiatique de 1997 n'a pas eu de gros impact sur nos vies quotidiennes, mais elle a provoqué le chaos de l'autre côté du globe et une onde de choc qui s'est propagée sur toutes les places de marché. Elle plonge ses racines dans un riche terreau composé d'une croissance rapide de la région d'Asie du Sud-Est, alimentée par d'importants flux de capitaux étrangers, des systèmes bancaires faibles et mal surveillés et de gros déséquilibres des fondamentaux économiques. Juste avant la crise, des pays comme la Malaisie, Singapour, l'Indonésie, la Thaïlande et la Corée du Sud ont connu une période de croissance économique impressionnante grâce aux investisseurs étrangers friands d'économies émergentes et dynamiques. Malheureusement, tout cet argent a fini par alimenter des bulles un peu partout et les dettes à court terme contractées auprès de créanciers étrangers se sont dangereusement multipliées. La crise commence avec la décision thaïlandaise de laisser flotter la devise nationale, le baht, qui fait alors face à une intense spéculation. Jusqu'à maintenant, le taux de change était fixé en fonction des réserves du pays, mais le 2 juillet 1997, tout bascule. Le baht s'effondre brutalement et les spéculateurs alléchés s'en prennent à d'autres devises asiatiques, dont la roupie indonésienne et le won de Corée du Sud. La dévaluation a rendu difficile le remboursement des dettes en devises étrangères pour les banques comme pour les entreprises qui se sont mises à tomber comme des dominos. Les 5 économies les plus touchées furent la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie et la Corée du Sud qui plongèrent dans les abîmes de la récession. La cascade de faillites a engendré chômage et recul du niveau de vie. Selon les estimations, entre 60 et 80% des habitants d'Asie du Sud-Est ont vu leur niveau de vie diminuer. Les systèmes bancaires n'ont pas résisté à l'avalanche de créances douteuses et leur renflouement a coûté une petite fortune. La crise s'est rapidement propagée au reste de l'Asie, puis au monde entier, chez les principaux créanciers du pays qui se sont alors réunis en urgence un peu partout pour trouver une solution.
Les grandes banques américaines, celles d'Europe, la Fed et un consortium des plus grandes banques japonaises ont alors fait appel au Fonds monétaire international. Finalement, 1997 aura coûté presque 10 milliards de dollars aux banques allemandes et la chute de la demande asiatique a provoqué un manque à gagner pour les exportateurs américains, estimé à plus de 30 milliards de dollars. Les chaînes d'approvisionnement sont restées perturbées pendant 2 ans, entraînant des surcoûts et la croissance économique mondiale a reculé de 4,2% en 1997 à 2,6% en 1998. Pour la Corée du Sud, l'épreuve a été encore plus douloureuse qu'ailleurs. Le chômage a triplé, les bourses ont perdu plus de la moitié de leur valeur. La Banque de Corée n'a pas alors eu d'autre choix que d'accepter le plan de sauvetage imposé par le FMI, tout en sachant qu'il allait provoquer des dégâts considérables. Les finances publiques ont quasiment été mises sous tutelle de la communauté financière internationale. Les géants sud-coréens comme Samsung ou LG, Kia, Ssangyong ou Hyundai, ceux qu'on appelle localement des chaebol, les conglomérats industriels, les fleurons historiques, les piliers du développement du pays, ont été mis en garantie ou vendus aux investisseurs étrangers à des prix dérisoires. Le tigre asiatique a été dépecé par ses créanciers en échange d'une aide de 58 milliards de dollars et d'un plan d'austérité très critiqué pour protéger davantage la finance internationale que les Coréens. Mais ils se rassemblent et se redressent. Dès 1999, l'économie rebondit de 11,5% au prix de grosses réformes du système financier et du marché du travail. Après des années de folie, les chaebol survivants ont revu leur copie et se sont concentrés sur leur cœur de métier. Ils investissent désormais massivement sur la recherche et le développement. La Corée du Sud développe de nouvelles compétences et appuie sa croissance sur le secteur automobile et celui, encore plus prometteur, de l'électronique. En quelques années, elle se hisse au rang de leader dans la téléphonie mobile, la fabrication d'écrans et celle, hautement stratégique, des semi-conducteurs. La demande intérieure a gonflé en même temps que le moral des Sud-Coréens, qui partagent pourtant la frontière la plus militarisée au monde avec un voisin belliqueux et incontrôlable, et à leur place, je ne serais pas tranquille. Les comptes publics se sont stabilisés et la balance commerciale affiche une forme olympique, mais depuis, la trajectoire globale de l'économie sud-coréenne s'est infléchie. Le rebond n'a pas duré et la croissance s'est vite stabilisée sous les 5%, alors qu'elle nous avait plutôt habitués à naviguer entre 7 et 15% avant la crise de 1997, des niveaux qu'elle n'atteindra plus jamais. Mais la leçon n'aura pas été inutile. Depuis, le système financier sud-coréen s'est considérablement renforcé, structuré et réglementé, ce qui lui a permis de passer à travers la crise des subprimes comme un roc au milieu des vagues. La Corée du Sud a fait partie de ces rares pays qui ont enregistré une croissance positive en 2008 et en 2009, et elle a bondi de 6,8% dès 2010. Pendant les 10 années suivantes, les investisseurs terrifiés par les bourses chinoises à plat se dirigent à nouveau vers Busan, le siège de la bourse sud-coréenne, et s'offrent des parts de chaebol, redevenues très à la mode. Et revoilà notre petite superpuissance technologique au centre de toutes les attentions. Et quand arrive la pandémie, au lieu de s'effondrer comme partout dans le monde, la bourse s'envole. Elle a bien un hockey de 19% entre février et juillet 2020, mais il ne lui faut que 4 mois pour rebondir, en grande partie grâce à la reprise précoce chinoise, et ensuite, elle va gonfler comme une brioche. Entre 2010 et 2021, l'indice Kospi, qui contient les 200 plus grandes sociétés cotées de Corée, a doublé de valeur, alors que le CAC 40 ne progresse que de 56% et le Shanghai Composite de 13% seulement. Et 85% de cette performance est réalisée en 1 an seulement, entre 2020 et 2021. La Corée du Sud se sent prête à affronter n'importe quelle tempête. Et justement, puisqu'on en parle, le pendant à tout ça, on le connaît bien, et la Corée n'y échappe pas, c'est l'inflation. Elle commence à grimper en janvier 2021 pour dépasser les 6% au printemps 2022. Pour la contrer, la Banque centrale de Corée, la BOK, a dégainé l'arme des taux directeurs en août 2021, bien avant les États-Unis. Auparavant fixés à 0,50% pour relancer la machine rapidement après la pandémie, ils vont être relevés 8 fois pour se fixer à 3,5% un an et demi plus tard. Depuis, ils n'ont pas bougé, mais la mesure a été diablement efficace. La consommation intérieure s'est arrêtée, les investissements bloqués, l'inflation a entamé sa baisse et emporte avec elle le won, la devise sud-coréenne. Alors que 10 000 won permettaient d'obtenir 9 $ à Noël 2020, ils n'en valent plus que 6,9 le 14 octobre 2022. Ça fait 23% de recul. Et si c'est bon pour les exportations, les importations deviennent beaucoup trop chères. Au final, tout ça va coûter 1,7% de croissance à la Corée du Sud, qui tombe de 4,3 à 2,6% en 2022. En 2023, l'activité recule encore et la croissance atteint péniblement 1,4%. Entre-temps, le won s'est stabilisé en même temps que l'inflation, qui reste élevée, et le taux de refinancement. Mais la trajectoire reste largement baissière, et depuis le début de l'année, il rend encore 5% à la monnaie américaine et fait l'objet d'attaques spéculatives comme le BAT en 1997. La Corée n'est pas en récession,
pas officiellement, mais son économie reste fragile. Les ménages coréens, déjà endettés, sont frileux pour tout ce qui concerne leurs achats, et malgré l'apparente bonne forme des marchés, les entreprises appellent à l'aide pour honorer leurs engagements. Heureusement, après la crise de 2007, les autorités sud-coréennes ont suivi la tendance mondiale et pris des mesures complémentaires de contrôle et de protection des banques, mais le danger ne vient pas de là. En faisant ça, les prêteurs non bancaires moins réglementés, comme les promoteurs immobiliers ou les coopératives privées de crédit, ont trouvé une formidable occasion de s'approprier des parts de marché, mais pas les meilleures. Pour satisfaire aux nouvelles normes, les grandes banques leur ont envoyé leurs clients les plus risqués et aujourd'hui, ces clients ne parviennent plus à faire face à leurs engagements. L'encours des prêts détenus par le secteur financier non bancaire coréen a été multiplié par 10 depuis 2008 et il est estimé actuellement à 671 milliards de dollars, soit 40% du PIB du pays, et le taux de défaillance a doublé l'année dernière pour atteindre 6,55%. On parle de 80 milliards de prêts en difficulté cette année, avec un niveau de taux qui rend les restructurations très compliquées, d'autant plus que l'immobilier menace de craquer lui aussi, ce qui va poser des problèmes de garantie. La Banque de Corée surveille la situation avec la plus grande attention et elle n'est pas la seule. Tous les créanciers de la Corée du Sud ont les yeux tournés vers Séoul. Les taux sont gelés depuis février 2023, mais le won continue de baisser en même temps que les exportations et l'inflation reste élevée, au-delà de 3%, principalement en raison du contexte international. La Corée du Sud dépend de l'extérieur pour combler ses besoins en énergie et elle est particulièrement sensible au prix du pétrole. Sa devise, comme toutes les devises asiatiques en ce moment, souffre aussi du renforcement du dollar, toujours en raison du contexte international. Début avril, le directeur de la BOC a pris la parole dans l'espoir d'arrêter la spéculation sur le won, mais ses discours n'ont eu aucun effet. À ces avertissements, Chang Yong-ri, c'est lui, a ajouté quelques jours plus tard en marge de la réunion du G20 à Washington que la BOC disposait d'importantes réserves en devises et d'autres armes capables de répondre à plus de volatilité sur le marché d'échange, mais que, je cite, « Toute action des autorités sur le won va dépendre de l'évolution des tensions géopolitiques. J'espère qu'ils arriveront à désamorcer la tension », en faisant référence au conflit israélo-palestinien. On espère aussi, car si la BOC venait à épuiser ses réserves ou à abandonner sa monnaie, 2024 pourrait avoir le même goût amer que 1997, mais avec cette fois des enjeux 2 ou 3 fois plus élevés. Comptez sur nous pour surveiller l'évolution de la situation et d'ailleurs, pour rester au courant de tout, pensez à vous abonner et à nous rejoindre sur votre réseau social préféré. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre ce qui se passe en Corée du Sud. Dites-moi tout dans les commentaires et n'oubliez pas d'aller jeter un œil à notre partenaire CyberGhost en cliquant sur le lien et de bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.